plaisir de ce rendez-vous, c'est de pouvoir chaque semaine vous proposer une rencontre qui, avec un journaliste, un écrivain ou un philosophe, pour voyager dans le monde du cinéma ou de la série. Notre invité cette semaine cumule les trois activités. De lui, il aimerait qu'on retienne qu'il est resté prof, mais à la télévision. Que ce soit d'ailleurs dans La Petite Lucarne ou à la radio, Michel Field, car c'est bien de lui dont il s'agit, a toujours développé des concepts dont il avait l'impression d'être passeur, soit en donnant la parole ou en faisant preuve de pédagogie dans ses dialogues avec ses interlocuteurs. Alors, pour tous ceux qui veulent s'offrir un cours de rattrapage et savoir s'il vaut mieux choisir le cinéma, la série ou la vie, eh ben, je file dans l'interview. Bonjour Michel Field. Enchanté. Enchanté Stéphane Charby. Bonjour. Ou une interview en vagabondant comme Aristote qui enseignait... Pour commencer cette émission, une fois n'est pas coutume, pour que vous soyez indulgents avec moi, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Montrez-moi. Je crains le pire. Non, 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 non. Regardez. Est-ce que vous avez vu ce film? What is this place? The maze. Every morning when those doors open, The runners look for a way out. And no one has ever survived a night in the maze. Ça vous inspire? Bah, dès qu'il est question de labyrinthe, oui, forcément. C'est quoi? C'est le labyrinthe, Non, mais donc je l'ai ça pas c'est pour vu, vous. ça. Le labyrinthe, pour Nietzsche, est conforme à la nature de notre âme. Non qu'on puisse s'y égarer, mais au contraire, on peut parvenir à la connaissance. C'est ce que dit Nietzsche. Et la première question, elle est forcément pour le prof de philo. Est-ce que le cinéma, ça peut nous aider à penser et à comprendre le monde? Ah oui. Moi, j'ai été au cinéma bien avant de commencer à faire de la philo. Et la manière dont le cinéma sculpte la sensibilité, les émotions, la compréhension aussi du monde, ça commence extrêmement petit. Moi, je me souviens que le premier film que j'ai dû voir, ou en tout cas dont je me souviens, c'est La Belle au bois dormant de Walt Disney. Il y avait déjà, mais ça je ne le savais pas, plein de paramètres sur le bien, le mal, le gentil qui devient le méchant, l'amour, etc., que finalement je n'ai cessé de re-rencontrer dans ma vie. Je pense que penser le monde, c'est pas seulement intellectuel, c'est aussi sensuel, c'est aussi affectif. Et c'est pour ça que le cinéma est très important dans la vie de quelqu'un qui pense, parce que c'est une manière de penser autrement. Je dirais rien de plus intelligent que Gilles Deleuze dans Image Temps, Image Mouvement, mais les cinéastes, les grands cinéastes en tout cas, élabore des images et des champs d'images, exactement comme le philosophe élabore des concepts. Et penser les images de cinéma comme des concepts, ça, c'est très, très enrichissant. Alors, le cinéma peut-il être une pensée qui prend forme ou une forme qui permet de penser? Moi, j'ai toujours préféré la forme qui me permettait de penser. Mon époque a été très marquée par le cinéma politique italien, par exemple. Et là, c'est vrai qu'on était vraiment dans un cinéma de message. Mais des films qui, moi, m'ont énormément marqué, les films de Dino Risi, ou un film qui était formidable sur la justice, qui s'appelait Au nom du peuple italien, je ne me souviens plus le réalisateur. C'était quand même des films qui étaient, à la vérité, quelquefois assez médiocres cinématographiquement, mais qui étaient très porteurs de messages. Mais au bout du compte, ce qui est génial, c'est quand il y a la réunion des deux. Et s'il fallait en trouver un, c'est Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, que je trouve absolument magnifique, parce que pour moi, ça, c'est un concentré de chef-d'œuvre. C'est-à-dire, il y a du contenu, il y a de la politique, il y a de l'émotion, et il y a une vraie réflexion sur le cinéma. Le cinéma politique peut-il être encore une arme de combat? Je pense que c'est les séries aujourd'hui qui peuvent modeler une représentation du monde peut-être plus directement en phase avec nos inquiétudes, nos interrogations, quand elles sont... je pense à Homeland, par exemple. C'est très spectaculaire de regarder les saisons d'Homeland récentes
au moment même où l'actualité met au cœur de nos préoccupations le terrorisme, l'implication des grandes puissances et leur impuissance à le conjurer. Et là, on a une sorte d'aller-retour très vertigineux, surtout quand on est journaliste au quotidien, entre les infos qu'on traite quotidiennement et puis cette sorte de représentation de la fiction, mais qui quelquefois nous donne des clés encore plus pertinentes que l'info qu'on a dispensée soi-même dans la journée. Il y a une série qui vous est presque destinée, je ne sais pas si vous l'avez vue, True Detective, sur comment on met en scène la pensée philosophique. Je l'ai trouvée un peu verbeuse, c'est-à-dire que moi je suis assez cloisonné malgré mes dénégations. Quand je me fous devant une série, je suis plutôt 24 heures chrono, quoi. C'est-à-dire bon, et là c'est quand même degré philosophie zéro, quoi. C'est pour ça que je me disais que True Detective était peut-être la première tentative. Ça me donnait envie de le revoir en fait, parce que... Pour tenter de réconcilier la pensée philosophique et le film, parce que dans toutes les références qu'on peut calquer, il y a celle de Nietzsche, humain trop humain, sur l'idée de se débarrasser des conventions pour essayer de trouver une forme de vérité. C'est certain. Je crois qu'on ne regarde pas seulement ce qu'on voit, on regarde aussi ce qu'on sait. Et c'est pour ça que, par exemple, sur la télévision, moi j'ai toujours été de ceux qui disaient on peut regarder philosophiquement The Voice et regarder comme un con une émission littéraire ou une émission philosophique. C'est pas le contenu de l'émission qui compte, c'est l'interaction et ce que vous apportez dans l'émission. Moi, j'étais très surpris en préparant cette interview, de savoir que vous avez écrit sur Peter Greenaway. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Ben, j'avais été absolument saisi, c'est marrant, c'est très cohérent votre truc, parce qu'on commence par le labyrinthe, et le papier que j'avais, enfin l'article que j'avais fait dans ce livre collectif, c'était sur Meurtre dans un jardin anglais, où le labyrinthe joue un rôle... C'est très architectural. C'est totalement architectural. Moi, c'est un moment où je travaillais beaucoup sur la notion de limite en philo, et j'avais trouvé que Greenaway travaillait beaucoup aussi cette notion-là, à la fois explicitement et puis dans son traitement de l'image. Donc ça m'avait amusé de prendre ça en charge. C'est vrai qu'avec le recul, Greenaway s'est enfermé, mais il l'était déjà dans un formalisme total qui, au bout d'un moment, m'intéresse moins parce que je le trouve moins producteur de sensations et d'émotions. Meurtre dans un jardin anglais, je trouve qu'il y avait les deux à la fois, quoi. Il y avait un côté... un peu rené, un peu jeu avec le scénario, avec le spectateur il l'entraînait comme ça sur de fausses pistes. Et en même temps, il y avait une sorte de rigueur conceptuelle très, très amusante, très mathématique, très... voilà. Et c'est vrai que ça m'avait amusé d'essayer de penser philosophiquement l'objet ciné de Peter Greenaway. On va terminer, Michel, avec du désir. Littéralement, philosopher, c'est désirer savoir. Et souvent, le cinéma nous met en relation avec un personnage et ses désirs. Alors, je voulais savoir de quelle manière le cinéma s'accorde avec vos désirs. Oh là là, je ne sais pas si je vais arriver à répondre à une question aussi profonde et aussi intime. Sans prôner l'orgie, j'adore cette définition, enfin ce mot plutôt, ce mot d'esprit de Godard qui disait le cinéma c'est un transport en commun, voilà. Et je trouve que si on fait bien résonner ça, c'est-à-dire une sorte de plaisir irremplaçable de la salle, du voisin, de l'émotion qu'on peut avoir avec un ou une inconnue à côté de soi, etc. Il y a quelque chose en effet d'un érotisme du cinéma que le père Godard avait bien saisi. Grâce à vous, Michel, nous ne serons désormais plus coupables d'aimer les salles obscures pour trouver la lumière de nos désirs.